Bonjour à tous et bienvenue en direct de Charente Libre pour ce troisième et dernier débat de la semaine consacré à la troisième circonscription de la Charente, où il y aura dimanche soir un duel entre le Rassemblement national et la majorité présidentielle. Le Rassemblement national, c'est vous, Caroline Colombier. Vous avez 64 ans, vous êtes ancienne avocate et DRH. Vous êtes arrivée en tête avec un peu plus de 23% des voix, avec des scores importants dans des communes comme Chasseneuil, Terre de Haute-Charente, Rouillac et Vars. Sylvie Moqueur, bonjour. Vous avez 58 ans, vous êtes encartée au MoDem et vous représentez donc la majorité présidentielle. Vous êtes maire de Moulidar et commerçante. Vous êtes donc arrivée deuxième dimanche soir avec 20,5% des voix et en tête dans des communes comme La Rochefoucauld, Chazelles, Confolens, Asnières-sur-Nouer, Montbron et chez vous évidemment à Moulidar. À noter toutefois une abstention assez forte de 48,2%, bien qu'elle soit la plus faible des trois circonscriptions de la Charente. Donc presque 1200 voix vous séparent. C'est la première fois qu'un candidat RN se hisse au second tour des législatives en Charente, même si c'est également le cas sur une autre circonscription, la deuxième. Une suite logique, puisque dans cette troisième circonscription, Marine Le Pen a fait 30% au premier tour, devant Emmanuel Macron. Première question pour vous, du coup, Caroline Colombier. Si on additionne les voix de Jérôme Lambert et une partie des voix de la NUPES, sur le papier, Sylvie Moqueur a plus de chances de l'emporter. Quels sont les électeurs que vous comptez aller chercher, sachant que Reconquête, je vous rappelle, n'a pas donné de consigne de vote? Écoutez, moi, j'espère déjà convaincre tous les patriotes de me rejoindre, de nous rejoindre. Et d'autre part, ce que je dirais tout de suite, c'est que on a beau appeler à voter, enfin, je veux dire, on fait pas un calcul arithmétique de voix les unes derrière les autres. Il y a quand même une composition, par exemple à la NUPS ou NUPES ou je sais plus comment on l'appelle. Il y a une composition de candidats quand même très différents les uns des autres et qui aujourd'hui s'agrippent pas mal entre eux contre Macron, avec Macron. Enfin bon, donc moi je mise aussi sur les électeurs de ces coalitions diverses. Que ça soit LR, que ça soit la NUF, que ça soit aussi dans le camp national. Même s'il n'y a pas eu de consigne de vote, par exemple chez Zemmour, je suis persuadée, parce que j'en ai des exemples autour de moi, que les électeurs se reporteront sur moi. Voilà. Vous, Sylvie Moqueur, est-ce que vous êtes certaine, alors on a bien compris que c'est pas forcément une addition qu'on doit faire ici, mais de compter sur les voix notamment de la gauche? Oui, je pense que dimanche soir, lors du débat où nous étions ici, la NUP a fait consigne de vote de voter donc effectivement Sylvie Moqueur, Monsieur Lambert aussi, ainsi que les Républicains. Mais comme le dit Caroline, il peut y avoir aussi une majorité d'abstention. Et ça, c'est notre pire ennemi pour dimanche. Donc effectivement, on ne peut pas se dire d'avoir déjà gagné si toutefois les voix ne se reportent pas et s'il y a bien sûr une abstention soutenue des gens qui, peut-être avec le temps, fera qu'ils ne viendront pas voter du fait qu'ils n'ont plus leur candidat qui s'est proposé et qui s'était présenté la semaine dernière. Justement, il faut aller les chercher, ces abstentionnistes. Comment on fait? Alors moi je fais ce que j'ai fait depuis le début, même si là c'est vraiment très court, on est vraiment pris un peu à la gorge entre les débats, les entretiens, les rendez-vous et le collage. J'ai dans ma voiture un pot de colle, donc quand je vais sortir de chez vous, je vais enfiler un pantalon et aller sur le terrain comme je fais depuis lundi, à la rencontre des gens. Alors, comme il fait chaud, on n'en rencontre pas des tonnes, mais tous les petits villages seront collés, encore une fois. Et puis, je rencontre des gens avec qui je discute encore, et j'espère que tout ça va contribuer à essayer de convaincre. La première chose souvent que je leur dis, bon, je comprends très vite s'ils sont de mon côté ou pas, mais ce que je leur dis, c'est surtout allez voter, allez voter, allez voter. C'est terrible d'avoir autant d'abstention, quoi. Voilà. Vous venez de le dire, peut-être que ce premier tour reflète aussi une adhésion à des marques ou en tout cas à un parti. L'une comme l'autre, vous avez le point commun de ne pas avoir un ancrage forcément très fort sur la circonscription. Sylvie Moqueur, vous êtes maire de Moulidar, qui est tout à fait à l'ouest de cette grande circonscription. Et vous, Caroline Colombier, vous habitez toujours en Charente-Maritime. Ça veut dire que comment vous vous positionnez l'une et l'autre par rapport à ce vote de marque ou d'étiquette? Alors déjà, je pense qu'en effet, par exemple, le bon score de Marine Le Pen m'a permis d'accélérer mon ancrage ici. Cela dit, c'est vrai que j'habite à la frontière, vraiment à la frontière, ce qu'on appelait avant les deux Charentes, mais de la Charente-Maritime. Mais ça fait presque un an que je suis
à côté de Rouillac, dans la famille. Et je vais bien sûr, dès que je serai députée, je déménagerai de façon plus centrale sans doute en Charente. Mais ça fait 1 an depuis les départementales que je sillonne de tous les côtés la Charente, très clairement, puisque c'est moi qui me suis occupée quasiment seule des parrainages à aller rechercher. Et depuis 1 an, je suis tout le temps sur le terrain. Sincèrement, il n'y a pas une semaine sans que je n'ai été à la rencontre des Charentais et des Charentaises. Donc je pense que c'est ça qui peut aussi faire la différence. Voilà. Quelle est votre priorité à l'une et l'autre sur le territoire, et on vous demande de n'en citer qu'une? Une priorité de programme? Oui. Pour moi, c'est le pouvoir d'achat. Très clairement, c'est vraiment ce qui ressort de toutes mes rencontres, partout sur les marchés, dans les brocantes. Je sais pas, les gens qu'on rencontre encore hier, une dame, pendant qu'on était en train de coller, qui est venue vers nous et qui a dit « c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, on n'arrive plus, on est obligé d'acheter moins. Avant, on essayait de privilégier des produits, des bons produits, on ne peut plus. Aujourd'hui, on ne peut pas. On ne peut pas boucler les fins de mois. Au bout du 5 ou 18 mois, on n'a plus rien. Des gens pour ceux qui peuvent faire du vélo, peut-être se mettre à faire du vélo, mais il y a des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler et qui ne peuvent pas. Donc pour moi, c'est la première des choses, et c'est la première des choses aussi où je pense qu'il y a quand même un problème par rapport au gouvernement actuel, par rapport à Emmanuel Macron, puisque ça fait 2 mois déjà qu'il est là. C'est quand même un sujet qui est un sujet très préoccupant. Et à ce jour, il n'a rien fait, quoi. Il attend quoi? Il attend qu'il y ait des députés. C'est pas possible. Je veux dire, quand on voit à quel point les gens sont pris à la gorge par ce souci-là, c'est un souci vraiment quotidien, on fait tout de suite quelque chose. Qu'attend-il? Sylvie Moqueur, on ne vous a pas laissé répondre sur la question de votre ancrage territorial. Donc vous êtes élu de Moulidar depuis plusieurs mandats. Comment vous voyez et qu'est-ce que vous connaissez de cette circonscription? Alors moi, effectivement, de par mon travail, 38 ans dans la presse, j'ai beaucoup travaillé avec les correspondants locaux de toute la Charente, et bien évidemment du Confolanté, de Chabanais, Champagne-Mouton, Saint-Cloud, Roumazières, Rouillac, Yersac, ma circonscription, on va dire, puisqu'avant il y avait 15 cantons, maintenant c'est 7 cantons. Donc moi je connais bien ça par tout ce qui est local. J'y suis allée aussi, bien sûr, travailler sur place, puisque j'ai corrigé des textes. Et ensuite, moi je suis née en Charente, je suis née à Angoulême, je suis de Moulidar depuis 1979, je suis enracinée dans la Charente, et je pense que les électeurs peuvent me faire confiance. Je connais très très bien ma circonscription et notamment ma Charente, puisque je fais aussi beaucoup de sport. Et donc, de par le sport, puisque je fais des courses, de la plongée, anciennement j'étais handballeuse et je faisais du basket, donc tout cela m'a permis de naviguer dans toute la Charente, et bien évidemment Charente-Maritime, etc. Et à l'époque, on appelait ça le Poitou-Charentes, oui, puisque je jouais en région et en national. Donc, de par mes anciennes missions que j'ai eues au travers j'étais coach aussi, j'ai été officielle de table de marque en national au basket. Donc, si vous voulez, je connais beaucoup, effectivement, j'ai beaucoup œuvré en Charente de tout temps. Et jusqu'à aujourd'hui, où je suis très associative, puisque je suis membre, bien sûr, des associations dans ma commune. Et donc, il y a eu dernièrement une manifestation où, bien sûr, j'étais là, le marché des producteurs de pays, puisque dans la Charente, ça, c'est la Chambre d'agriculture qui a mis ça en œuvre. Et c'est très, très sympa pour toutes les communes. Nous avons, nous, effectivement, un superbe site, ainsi que dans toutes aux communes, il y a aussi de superbes sites. Mais du fait de mon enracinement en Charente, je pense que, et de ma profession antérieure, je pense connaître très bien ma Charente, et surtout, je suis une femme de proximité. J'ai toujours été. Du coup, je reviens sur votre priorité pour le territoire. Alors effectivement, la priorité sur le territoire, comme l'a dit Caroline Colombier, et je ne vais pas la démentir là-dessus, nous avons entendu au travers des marchés, des rencontres avec les gens tous les jours, le porte-à-porte, le tractage. Les gens vous arrêtent et vous disent tout simplement, alors demain, le pouvoir d'achat, je veux faire quoi? Je vais faire quoi avec ma petite pension, avec ma petite rémunération? Est-ce que vous allez pouvoir bloquer les prix? Est-ce que l'inflation va s'arrêter? Oui, nous savons. On sait que l'Ukraine, les Russes, oui, tout à fait. Mais il n'y a pas que ça. Nous, ici, effectivement, il faut que si je deviens député, je dois me faire une priorité, et effectivement, le pouvoir d'achat est pour tous, pour toutes catégories confondues, car nous avons
des gens qui sont au chômage, des gens qui travaillent, des actifs, des inactifs, et aussi des retraités qui, malheureusement, leur retraite étant bloquée et n'augmente pas, n'évalue pas. Donc ça veut dire que pour eux, s'ils avaient, on va dire, 800 € il y a 5 ans, aujourd'hui c'est toujours 800 €, mais le panier de la simple ménagère, aujourd'hui 100 € ne veut plus rien dire. Je me permettrais juste d'ajouter, mais c'est pas pour lancer une polémique, hein, qu'on soit clair, mais que quand même pour les retraites, votre candidat est quand même, enfin votre chef de file, je vais dire, est quand même largement responsable, puisque d'abord ça n'a pas été pris en main sérieusement, et deuxièmement quand même sur les retraites, puisque vous en parlez, et c'est vrai que dans les villages on en parle, enfin les gens en parlent beaucoup, hein, ça c'était un vrai tracas. Il y a eu quand même aucune indexation de fait sur les retraites pendant tout le quinquennat. Voilà. Donc là, on les promet, mais il y a eu 4 ans de non-indexation. Il y en a une de 4%, une augmentation de 4% qui intervient au 1er juillet. 1er juillet, oui, mais bon, il est vrai que de campagne, il n'y a rien eu avant, quoi, voilà. Et alors que ça fait 5 ans. Hein. Mais avant aussi. Mais Madame Moqueur, sur ce point-là, est-ce que Emmanuel Macron en a fait assez pour le pouvoir d'achat des Français et des Charentais? Ça va se poursuivre. Je pense qu'il faut poursuivre. Si je suis députée, on va poursuivre les actions qu'il a faites et surtout bloquer ces inflations, essayer que le gaz, l'électricité, là ils sont bloqués, il faut les bloquer un peu plus longtemps dans l'année. Il faut le carburant, bien évidemment, et effectivement voir pour que autour de nous on ne soit plus dépendant mais souverain. Si je peux juste ajouter une petite chose, je pense que sur les carburants, enfin, en tout cas nous proposons de faire une baisse de la TVA de 20% à 5,5%, et ça de façon pérenne, parce que là, ce sont en fait ce qui est fait actuellement, c'est des petites mesurettes ponctuelles, et pour que ça change, il faut que les choses soient pérennes. Donc je pense que c'est vraiment important, en tout cas la hausse de l'énergie d'une façon générale. Les carburants, bien sûr, mais il y a aussi l'électricité, le fuel, le gaz, et ça s'arrange pas avec ce qui se passe évidemment mondialement. Enfin, voilà. Donc il faut des mesures qui soient vraiment pérennes et ancrées pour que les Français s'y retrouvent, enfin, arrivent à remonter à la surface. On va aborder les grands enjeux de la circonscription. D'abord, pour la présenter, c'est une circonscription qui est très rurale, qui est assez peu homogène. Qui est aussi mue par un sentiment d'isolement, voire d'abandon, privé d'une ligne TER depuis quelques années maintenant, avec une population relativement, enfin même la plus modeste de Charente, avec 15% des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté, du chômage, des services publics qui sont parfois absents ou qui ferment. Les gilets jaunes y ont été relativement présents. Première question, qu'est-ce que vous faites pour le désenclavement, pour revitaliser les centres-bourgs, Madame Colombier? Alors déjà, c'est vrai que c'est aussi un des sujets préoccupants. Vous avez raison, on parle du pouvoir d'achat, mais la seconde grande préoccupation, c'est la désertification, hein, à la fois des centres-bourgs et médicale aussi, hein, ça va de pair. On y reviendra. Voilà, pardon. Donc sur la revitalisation, je pense qu'il faut, d'abord il y a un problème de mobilité aussi qui est lié à cette absence de petits commerces. Donc il faut qu'on arrive à. On parlait tout à l'heure du TER, mais c'est pas forcément le TER. Il y a des bus qui marchent très bien. Le problème, c'est que parce que les TER, il faut aussi les alimenter, et finalement on se rend compte dans la région, puisque voilà, ça aussi j'en ai beaucoup parlé avec les gens, qu'ils ne sont pas remplis du tout, alors que les bus peuvent fonctionner très bien, mais ne passent pas partout, ont des horaires qui souvent ne collent pas forcément avec les heures de travail des personnes sur place. Donc il faut aider les petits commerçants aussi à s'installer, parce que c'est vrai qu'on a dans la périphérie souvent des campagnes, mais pas dans la profonde campagne. On a des surfaces plus grandes, et du coup, bien sûr, c'est une question aussi de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que les gens, quand ils ont moi, j'ai 4 enfants et presque 14 petits-enfants, et quand ils sont tous chez moi, c'est vrai que je vais pas forcément dans le petit commerce de proximité où je vais quand je suis seule ou avec mon mari, mais c'est vrai que voilà, tout ça c'est lié. Donc il faut qu'on mette à disposition des gens des moyens de transport qui soient simples, mais qui soient bien adaptés. Il faut également qu'on aide les petits commerces à s'installer. Moi, je suis au conseil régional et je vois les aides qu'on donne. Et d'ailleurs, je trouve que c'est beaucoup plus concentré sur la région du côté Bordeaux, Aquitaine, etc., par exemple, que sur la Charente. Ça, c'est une des choses que je remettrai sur le tapis. Vous l'avez dit, vous êtes élu régional. Oui. Les transports en commun que vous
que vous venez d'aborder, c'est une compétence régionale. Est-ce que ça fait partie, enfin, est-ce que vous êtes déjà manifesté au Conseil régional sur ce sujet-là et en Charente? Bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr, c'est très important. Je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu mis de côté. Enfin, même si je sais qu'il y a des efforts qui sont faits sur des gares. Je suis allée à une inauguration de gare en Charente où on a fait des adaptations pour les gens handicapés, etc. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, il faut venir jusqu'au plus proche des gens, quoi. On parlera tout à l'heure des déserts médicaux, mais c'est pareil pour c'est pareil pour le petit village en lui-même. Il a besoin d'avoir. Alors c'est vrai que quand il a une école, il a de la chance d'avoir souvent un peu plus peut-être une pharmacie, une petite supérette, et encore, surtout dans les campagnes plus reculées. Et ça, il faut absolument qu'on mette en œuvre des moyens pour que les gens ne soient pas coupés du reste du monde, quoi. Même question, Madame Haucoeur, qu'est-ce que vous faites pour endiguer cet enclavement? Alors, prochainement, dans ma commune, je vais parler d'une chose concrète qui va se réaliser. J'ai signé avec une entreprise nationale qui s'appelle API. Et donc, cette entreprise fait des petits bâtiments qu'ils appellent des supérettes, qu'ils installent donc dans les communes à environ 6 mois. Et cette petite supérette va vendre du quotidien, le beurre, le lait, vous y trouverez des couches, vous y trouverez de la viande surgelée. Et ces supérettes, environ font 47 mètres carrés, elles sont en bois, et elles se mettent justement dans les petites communes, telles Moulidar, puisque nous avons 730 habitants. Aujourd'hui, on a déjà installé autour de chez nous, il me semble, c'est Serres et Agnières-sur-Nouer. Donc par rapport à ça, ces supérettes, justement, si ça peut se développer plus dans les communes rurales, telles nous avons dans notre circonscription, puisque nous avons aussi des communes qui sont 80 habitants. Donc effectivement que 80 habitants par rapport à Angoulême ou même moi-même, c'est 700 habitants, la supérette ne peut pas s'installer sur une commune de 80 par rapport à 700. Il faut aussi qu'elle ait un emplacement qui fasse que tout le monde la voit. Et par rapport à ça, ces supérettes, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon procédé pour éviter cette désertification de commerce. Mais dans une commune rurale où nous avons peu d'habitants, les habitants travaillent généralement, bien sûr, pas sur cette commune rurale. Ils vont plutôt travailler à une dizaine, quinzaine, vingtaine de kilomètres, voire plus. Ils prennent effectivement des transports en commun ou font du covoiturage, sauf que la Covid a bien sûr stoppé ce covoiturage. Je pense que ça va maintenant repartir. Et suite à ça, ces supérettes qui s'installeront permettront à chaque personne, puisqu'il n'y a plus beaucoup de magasins ambulants, tels on les avait dernièrement, on va dire que là aussi tout se termine, et elles permettront aux gens plus âgés, et même moi-même, qui j'aurais oublié du beurre, ou je vais pas faire 15 km, enfin 10, pour moi il faut que j'en fasse 10, je vais pas faire 10 km, ça veut dire à 20 allers-retours pour aller chercher du beurre ou de l'huile, ou etc. Donc, ce sont des structures mobiles, mais c'est la mairie qui paye une prestation. Alors, la mairie ne se doit elle prête le terrain, elle installe un compteur électrique. L'électricité sera payée par l'entreprise. L'entreprise sera là, la petite supérette sera installée pendant 6 mois. Et sur ces 6 mois, il en installe, on va dire, 5 vont s'installer à peu près autour. Il a choisi des communes d'environ 700 habitants. Et par rapport à ça, si sur 6 mois, il a un chiffre d'affaires à réaliser, la supérette fonctionnera 24 heures sur 24. Avec un système de carte bancaire. Il y aura aussi à côté des produits régionaux qui seront vendus, des produits locaux, donc des alentours. Bon, moi, par rapport à Moulidar, nous avons Genac, qui vend des légumes, par exemple, des melons, etc. Nous avons un apiculteur au sein de la commune, en plein dans le bourg, puisqu'il habite dans le bourg. Vous voyez, et tous les jours, il va essayer quotidiennement qu'un producteur local vienne. Il a une petite tonnelle. Et le producteur local pourra s'installer, par exemple, le jeudi, le lundi. Il va essayer d'avoir aussi un poissonnier, parce que ça peut être dégagé pour un poissonnier. Et les gens, elle va pas être installée dans le bourg, elle va être installée à l'entrée d'un bourg, puisqu'il faut bien aussi que ça fonctionne et qu'il y ait un passage et qu'on la voit. Donc l'emplacement est choisi. Mon conseil municipal l'a voté dernièrement. Et nous avions vu, moi j'avais personnellement vu ce système de supérette à la télé.
Et après, effectivement, j'ai vu qu'il y avait un développement sur le territoire charentais. Et ça, je pense que même si moi, dans ma petite commune, dans les petites communes que nous avons tous visitées, sauf, je vais dire, des grandes communes, La Rochefoucauld, Confolens, où là, il y a quand même des attractions commerçantes. Mais dans les petites communes, une attraction d'une petite supérette placée à un bon endroit et pas très loin, on va dire personnellement 5-6 kilomètres, puisque toutes ces communes, elles sont les unes à côté des autres, cela faciliterait les personnes et bien sûr, il y aurait un gain au niveau transport, puisque si je ne fais que 5 kilomètres pour aller chercher les besoins de première nécessité, je ne vais pas aller dans ces grandes surfaces qui malheureusement sont personnellement trop importantes en Charente, puisque nous avons quand même beaucoup trop de grandes surfaces. Et je vous dis du coup qu'elle s'installe 6 mois. Elle s'installe 6 mois pour savoir si elle peut être pérenne. D'accord, ok. Voilà. Pour savoir si c'est rentable, puisqu'elle a un chiffre d'affaires à effectuer tous les mois. Donc si ce système est rentable, la maisonnette, bien évidemment, reste. Et il y a quand même un petit souci d'emplacement, puisqu'elle est soumise à, bien sûr, les bâtiments de France, pour ne pas les citer. Et donc, comme c'est une bâtisse en bois, le toit est en polycarbonate. Donc, effectivement, par exemple, pour ma commune et dans d'autres communes où les sites sont classés, moi, j'ai un château, l'ancien château de Monsieur Chavois, et j'ai mon église romane qui est classée. Donc, elle ne peut pas se mettre en centre-bourg, la supérette, par rapport à ça. Donc, si vous en voyez se développer, retenez que les bâtiments de France, du fait du toit, elles ne peuvent pas s'installer auprès des sites classés. Donc l'enclavement, pour vous, c'est surtout du point de vue des commerces que ça se vit dans les petites communes ? Oui, puisque par rapport à cet enclavement, les gens qui ne peuvent pas beaucoup bouger, j'en ai aussi chez nous, et si on est trop enclavé, moi je suis entre, on va dire, je parle de chez moi parce que je connais très très bien chez moi et je vois ce que j'ai fait autour, je vois que Moulidar est à côté d'Iersac, donc 3 km, je suis centrée. 10 km Jarnac, 10 km Châteauneuf, 10 km Rouillac, 25 Angoulême, 29 Cognac. Donc effectivement, le fait de cet enclavement au milieu, et moi j'ai la RN 141 qui me traverse, puisqu'elle traverse ma commune, d'où beaucoup de conflits depuis 1995. Et cet enclavement-là fait que les gens, c'est facile aujourd'hui de prendre la déviation. Et quand on va travailler, qu'on n'est pas agriculteur et qu'on ne travaille pas sur le secteur, on s'en va faire nos courses, soit en débouchant, soit entre midi et 2. On prend plutôt le temps, les personnes qui font... On reviendra sur ce problème de la mobilité. On va passer à la santé. Madame Mocker, quelles sont vos propositions pour attirer des médecins aux zones rurales ? On sait qu'il y a des déserts médicaux qui s'annoncent un peu partout, particulièrement dans le Confolentais, mais pas seulement sur la circonscription. Ouais. Là, c'est vrai que c'est un sujet que je connais un petit peu moins, mais par contre, je le vis tous les jours au quotidien. Et le fait de ces déserts médicaux manque dans les cabinets médicaux de médecins, manque de secrétaires aussi. Donc, ils sont submergés, les cabinets médicaux sont submergés effectivement par tous ces appels téléphoniques. Ils font appel à d'autres personnes qui leur récupèrent le standard. J'ai entendu dernièrement du fait que la secrétaire en place aujourd'hui ne peut pas faire l'administratif et en même temps répondre aux standards et effectivement noter les rendez-vous médicaux des médecins qui sont sur place ou ces maisons de santé qui sont pluridisciplinaires. Il faut aider tous ces cabinets médicaux, certainement les communautés de communes, à peut-être investir dans du personnel et aider justement à ce qu'ils puissent avoir une personne ou deux en plus au sein des secrétariats déjà, afin de libérer les médecins qui, lorsque la secrétaire est partie, à ce moment-là, effectivement, c'est eux qui prennent le relais et prennent le téléphone. On a vu les urgences submergées avec la Covid, donc effectivement un manque de personnel énorme dans les hôpitaux, un manque de lits. Tout a été bousculé dernièrement, on l'a vécu pendant ces 2 ans, et tout ce qui pouvait être reporté, les opérations ont toutes été reportées. La question était vraiment sur comment on peut attirer des médecins sur le territoire, des médecins généralistes. Alors, des nouveaux médecins. Des nouveaux médecins, ouais. Alors effectivement, peut-être en leur proposant, lorsqu'ils font leurs études, les étudiants lorsqu'ils font leurs études, peut-être de venir faire une année d'études, leur dernière année d'internat, dans les communes rurales,
afin que demain, ils puissent connaître et bénéficier du bien vivre dans nos communes rurales, plutôt que de rester dans de grands hôpitaux où effectivement ils apprennent leur métier, mais pas sur le tas et avec le concret des gens qui tous les jours, s'ils veulent faire de la médecine générale, se plaignent pour une boubologie quelle qu'elle soit. Alors, le département avait essayé d'impulser ça a marche fonctionné, moyennement, mais Je sais que le département avait commencé à impulser et c'était pas. Mais je pense qu'il faut continuer puisque ces médecins, s'ils veulent devenir médecins urgentistes spécialisés, etc., il faut qu'ils fassent leurs armes. Oui, je sais, au niveau de leurs études dans de grands établissements, mais ensuite, il faut qu'ils viennent sur le terrain. Et nous, il faut qu'on les accueille, et les mairies, les communes, il faut aussi effectivement qu'on leur propose un logement gratuit, quelque chose qui soit gratuit, afin qu'ils puissent venir faire cette 3e ou 4e année d'internat, peut-être leur proposer de faire une 4e année, et effectivement d'avoir possibilité de s'installer en milieu rural et de connaître mieux les ruraux, parce que moi, ce que j'entends et ce que nous entendons tous, on ne veut pas s'installer, la commune elle est excentrée, etc., etc. Mais si on établit des maisons de santé, ce qu'on fait en Charente de plus en plus, ces maisons de santé sont pluridisciplinaires, et effectivement par rapport à ça, on côtoie de la thérapie, on côtoie du kiné, on côtoie de la médecine générale, du dentiste, etc. Et si on fait un pôle commun à toutes ces personnes avec un minimum de loyer, bien sûr subventionné par... Qui doit porter ce type de projet? Alors je dirais que qui doit porter ce type de projet, le département doit aider, les EPCI doivent aider, les CDC, etc. Pour que les communes qui, elles, sont centralisées et puissent avoir du terrain pas trop cher, bien sûr, il faut construire le bâtiment, c'est ce qui coûtera plus cher, et que les médecins aient leurs aménagements et qu'ils aient un loyer, bien effectivement, minime, afin qu'ils puissent tous y arriver et avoir des secrétaires et du personnel administratif compétent et en nombre, afin qu'ils puissent eux-mêmes exercer leur profession. De votre côté ? Bon, il y a beaucoup de choses que vous avez dites que je reprends bien sûr, mais je pense qu'en France, il y a 7,5 millions de personnes, de Français qui vivent dans des déserts médicaux, ce qui est énorme, et la Charente, évidemment, en est un. Moi, je pense on peut pas forcer, évidemment, les médecins, les jeunes, etc., à venir. Il faut des incitations financières, c'est évident. Éventuellement qu'ils soient payés, oui, plus qu'à d'autres endroits. Moi, je vois aussi partout où je suis passée, enfin en Charente, je vois des médecins où ils étaient 2. Il y en a un qui n'en peut plus. C'est pas forcément d'ailleurs le plus âgé, qui n'en peut plus et qui part dans une structure privée parce que c'est beaucoup plus, je dis pas calme parce que c'est jamais calme pour les médecins en ce moment, mais au moins il a le temps de faire autre chose, de ne pas être que du matin, de 8h du matin à 11h du soir parfois, dans son cabinet. Je pense qu'il faut accroître aussi peut-être le temps médical par l'élargissement des tâches peut-être des pharmaciens, des infirmières, de personnes, j'allais dire, qui ne sont pas annexes, parce qu'elles sont... Ça, c'est une proposition justement de la majorité présidentielle. Mais c'est une proposition de chez nous aussi. Si vous n'avez peut-être pas tout le programme, mais bien sûr que c'en est un chez nous. Oui, absolument. C'est un point qui est très, très important. Je pense aux sages-femmes, je pense aux infirmières. Le fait d'avoir des structures appropriées, parce que souvent aussi, les jeunes qui viennent, si on veut attirer des plus jeunes, ils se retrouvent tout seuls et ça n'est pas facile. Alors en plus, s'ils sont dans un désert qui n'est pas que médical et qu'il n'y a pas d'école à côté, etc., et qu'ils veulent former une famille, c'est très difficile. Donc je pense que c'est important d'avoir des structures. Il y a des endroits en Charente où il y a des structures qui existent mais qui ne sont pas occupées. Parce qu'il n'y a pas assez il faut qu'il y ait plusieurs médecins ou des jeunes internes ou faire un cabinet avec des sages-femmes, avec une sage-femme, une infirmière. Mais tout ça est préoccupant aussi parce que quand on arrive quelque part, souvent le médecin vous dit non, je peux pas vous prendre parce que je suis déjà entre guillemets complet, et très sincèrement, pour l'avoir vécu personnellement, il faut vraiment mettre un pied dans la porte pour pouvoir rentrer, et ces gens-là travaillent comme des fous. Donc je pense que l'incitation elle est avant tout financière, très clairement. Après, si on peut leur prêter ou leur prêter un logement, c'est évidemment une très bonne chose. Et je pense qu'il faut ces structures aussi où il y ait plusieurs personnes avec des métiers différents pour que ça donne une espèce de stimulation qui est importante. Voilà, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important.
Juste une question, est-ce que vous êtes favorable au recrutement de médecins étrangers comme peut l'être votre collègue de la 2e circonscription? Alors, moi, je suis pour qu'on essaye de... Malheureusement, il y a eu ce problème de numerus clausus qui est en train d'être suspendu complètement. Mais je trouve que, dans un premier temps, vous le savez très bien, hein, je ne déflore pas un sujet en le disant, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des médecins français et que les médecins qui viennent de l'étranger, je pense qu'ils viennent de pays où les pays ont besoin de ces médecins. Il y a eu d'ailleurs l'Algérie qui s'est plainte récemment parce que beaucoup de médecins viennent chez nous alors que eux sont en manque de médecins. Donc je trouve normal qu'on ait d'abord des médecins français. Bon, maintenant, en attendant d'avoir, parce que ça se fera pas du jour au lendemain, bien sûr, hein, il faut relancer la machine, si je puis dire. C'était une erreur évidemment d'arrêter ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été recalés alors qu'on aurait eu beaucoup plus de médecins. Bon, il faut les former correctement aussi. Hein. Il faut pas qu'on ait des médecins entre guillemets à bas prix pour aller plus vite. Donc, pour répondre à votre question, moi, je préférerais que ce soit des médecins formés en France, pour qu'on ait, en tout cas, ce qu'il faut, si les médecins viennent d'autre part, il faut qu'en attendant d'avoir un renouvellement, il faut que ce soit des gens qui soient au même niveau d'un point de vue examen, d'un point de vue diplôme que ce qu'on a en France, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on ait une médecine à plus bas pas prix, mais plus bas, parce que ce qu'on donne aux malades, hein, il faut que ça soit important. Mais c'est vrai que là, je pense qu'avec l'arrêt de la clause, de numerus clausus, je pense que ça va redonner de l'oxygène à nos jeunes médecins. La situation en Charente, enfin en tout cas dans la 3e circonscription, fait que souvent le premier recours sont les hôpitaux de proximité. Il y en a 3. Madame Haucoeur, est-ce que vous avez pu rencontrer notamment les personnels de l'hôpital de Ruffec qui sont en souffrance actuellement? Non, je reconnais que je n'ai pas rencontré le personnel de Ruffec. Je sais qu'ils sont en souffrance au niveau personnel. Bon, ce que je sais aussi, c'est que ils ont développé une EHPAD, environ 50 lits, ce qui permet à l'hôpital de rester en vie, on va dire. Mais ils s'occupent aujourd'hui simplement des urgences, tout simplement. Hein, et c'est compliqué pour eux, du fait que les gens viennent pour pas grand-chose. Mais comme il y a le désert médical existe autour de chez eux, où est-ce qu'on se rapatrie quand on est malade? Effectivement, on va tout de suite aux urgences à Ruffec. Oui, moi j'ai rencontré parce que j'en connaissais autour de moi, donc j'en ai rencontré. Mais c'est le même, enfin, c'est un souci qui est national, qui est d'ici, mais qui est national aussi. Bon, elles sont submergées. Les infirmières, par exemple, sont submergées. Hein, elles sont épuisées. Je crois que ça date pas de maintenant, hein, ça date aussi de la période aussi Covid où elles se sont démenées. Beaucoup de personnes, beaucoup de leurs collègues ont décidé de ne pas continuer. Alors il y a celles qui n'ont pas continué parce qu'elles ont été écartées parce qu'elles n'étaient pas vaccinées. Donc ça, là, je crois qu'il y a une erreur de ne pas les réintégrer parce que c'est quand même un nombre qui est important. Mais en plus, il faudrait mieux les rémunérer là aussi parce qu'elles font un travail, j'allais dire pas ingrat parce que c'est une vocation, je pense, de faire ce métier. Moi, j'ai fait ça pendant 1 an pour apprendre l'anglais en Angleterre. Et c'est un métier qui est, vous apprenez plein de choses, on prend beaucoup sur soi. Mais c'est un métier qui est fatigant, qui est physiquement et moralement fatigant parce qu'on voit des choses terribles. Donc, je pense qu'il faut leur redonner de l'air. Il faut absolument réussir à recruter peut-être par le biais des écoles d'infirmières en allant plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui. Mieux les rémunérer parce qu'elles sont vraiment mal rémunérées. J'ai rencontré quelqu'un qui est infirmière de nuit en Charente et elle est payée, je sais pas, 10 € de plus. Enfin, je sais pas, mais quelque chose mais rien du tout, quoi. Je veux dire, c'est une personne qui a une vie complètement décalée, qui a des enfants. Le Ségur de la santé leur a permis d'avoir à peu près 180, 200. 200. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Enfin, là, il y a un vrai plan national et en Charente également, bien sûr, mais un vrai plan national à mettre en place, parce que ça craque de tous les côtés, entre les urgences et puis même les personnes qui sont dans les services normaux n'en peuvent plus. Madame Haucoeur, qu'est-ce que vous pensez du Ségur de la santé, justement? Justement, comme on leur a donné, comme vous dites, une petite augmentation, 200 €, c'est pas suffisant par rapport au travail fourni, et on l'a bien vu pendant ces 2 ans. Et tous les jours, elles accomplissent. Effectivement, c'est leur vocation. Ils ont décidé de travailler et elles ont décidé de travailler dans la santé. Mais lorsqu'il y a des maladies tragiques dans notre pays et ailleurs, elles se doivent d'être là quotidiennement. Et malheureusement, elles aussi, elles peuvent attraper ces maladies qui nous font tous tomber par terre, hein, c'est le cas de le dire. Mais là, il faut que tous ces métiers soient revalorisés
ils ont une rémunération qui soit revalorisée et qu'on tienne compte effectivement de la pénibilité aussi, Oui. puisque ces personnes qui dernièrement et toutes aujourd'hui sont soumises à travailler la nuit, elles ne font pas 8 heures comme un salarié normal qui ferait 7 heures. Elles font des interventions de 12 heures. Donc effectivement, une vie complètement décalée et par rapport à ça, une rémunération minime par rapport à leurs collègues qui travailleraient en journée. Et leurs collègues aussi ont des horaires décalés, puisque vous pouvez embaucher, pour être précise, à 8 heures du matin, débaucher à 15 heures, embaucher à 18 heures et faire le soir jusqu'à 21 heures. Donc, l'une et l'autre pour ou contre la fin de la liberté d'installation pour les médecins généralistes? Moi, oui, absolument. Mais bien sûr. Pour la contrainte bien s'installer sûr. dans des territoires Mais non, mais bien ouais. sûr, il faut surtout qu'on puisse s'installer où on veut. On a tellement besoin de médecins que Donc, qu'ils puissent s'installer où ils veulent. Moi, je pense que les médecins, il faut qu'ils puissent s'installer quand ils veulent s'installer quelque part, qu'il n'y ait pas de contraintes. Enfin, c'est évident. Ça, Mais ce que vous me demandez ou pas? à s'installer dans des non. sous-dotés, Non, pardon, excusez-moi. Alors, c'est c'est complètement le contraire. Excusez-moi, j'avais pas compris votre question. Non, bien sûr, on peut pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut pas forcer quelqu'un à s'installer quelque part. Je crois que c'est une bêtise, une grosse bêtise. Vous pourrez jamais obliger quelqu'un à aller s'installer quelque part. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait d'autres incitations. Alors, il n'y a pas que l'incitation financière, mais elle est extrêmement importante quand même, parce que si personne ne veut y aller, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Mais il n'y a pas que la financière, il y a aussi, en effet, l'installation, le cadre de vie, les personnes autour de soi, etc. Elle peut être provisoire, en visant particulièrement les territoires qui sont... Oui, moi je pense ce ne sera pas une bonne solution que de les obliger. Moi, sincèrement, je suis pas d'accord avec ça. De votre côté? non, moi non plus. Le médecin a le droit de vivre où il veut, de s'installer où il veut, et c'est pour ça qu'au travers de ses études précédentes, s'il a commencé à travailler dans un milieu rural ou une grande ville, il pourra s'installer demain et se dire oui, je préfère la vie rurale ou oui, je préfère le monde urbain. Donc effectivement, et en ayant ces maisons de santé pluridisciplinaires, s'il ne se sent pas seul dans cette maison de santé, ce sera peut-être plus facile à lui de s'installer avec d'autres collègues sur d'autres qui pratiquent d'autres médecines. Et effectivement, il y a l'école pour ses enfants parce qu'il va fonder une famille, il ou elle fondera une famille, et il faut qu'ils aient quand même à proximité un cadre familial qui leur permette de vivre tout au long de leur vie, du fait qu'ils aient quand même, comme vous disiez tout à l'heure, Madame Colombier, des amplitudes horaires énormes, parce que souvent un médecin embauche à 8 heures et termine très tardivement le soir, sauf s'il même il peut avoir une visite en cours de route, du fait que la personne n'a pas pu se déplacer, une urgence, effectivement, il s'arrêtera. La solution de certaines maisons médicales qui consiste à salarier les médecins, justement, vise à répondre à ça, c'est-à-dire Les gardes, ouais. en supprimant les gardes de nuit profondes, et puis surtout avec des horaires qui sont des horaires fixes pour répondre justement à cette... Est-ce que vous êtes favorable à ce que dans des maisons médicales, on salarie les médecins justement pour avoir cette incitation Salarier les médecins, ne travaillent pas à l'hôpital. Une maison de santé, le médecin ou l'infirmière a décidé de s'installer dans cette maison de santé et ils exercent tous leur profession. Personnellement, je pense que le médecin, alors s'il faut lui couper faire des amplitudes horaires plus strictes, je pense pas qu'un médecin aujourd'hui, je ne suis pas médecin, j'ai personne dans ma famille que je connais qui soit médecin, et moi je le pratique bien évidemment de temps en temps, voilà, mais je ne pense pas qu'un médecin, s'il est spécialisé dans le médecin général, je ne pense pas que, je poserai cette question d'ailleurs au médecin, je le reconnais, parce que je ne pense pas qu'il souhaite être salarié dans une maison de santé. C'est ce qu'a fait le département, par exemple, mais... Moi, en effet, moi aussi, je pense c'est aussi un métier qu'on choisit aussi. Je dis pas par vocation, mais c'est vrai qu'on c'est une profession libérale, hein, comme d'autres professions libérales. Et je pense que les médecins tiennent à leur, quand je dis leur autonomie. En revanche, moi, je pense que je sais que, encore une fois, c'est un exemple ici, là, en Charente, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, si vraiment il n'y a pas d'autre solution et qu'en amenant des personnes qu'on salarie, c'est une solution pour avoir dans un village, une commune, quelqu'un qui vienne quand même. Je veux dire, ça sera déjà une amplitude d'horaire où les gens pourront aller se faire soigner, même si je pense qu'en effet, sur le fond,
Je suis pas sûre qu'un médecin apprécie, mais en même temps, regardez, je vous donnais l'exemple de 2 médecins qui étaient dans le même cabinet, et c'est le plus jeune qui est parti pour aller en libéral parce qu'il craquait complètement, quoi. Alors l'autre personne a encore 3 ans à faire, elle va les faire, mais elle en peut plus. Voilà. On va aborder désormais le thème de la mobilité, qui est un autre enjeu essentiel pour ce territoire. La ligne TER Angoulême-Limoges est fermée depuis 2018 en trop mauvais état. Je rappelle que les travaux ont été estimés à 120 millions d'euros. Qu'est-ce que vous pensez du travail engagé par le département et la région avec la SNCF sur ce point-là, Madame Walker? Effectivement, excusez-moi. Donc, effectivement, cette ligne qui a été fermée, bon, due à elle était vétuste, donc effectivement de gros travaux envisagés pour la rétablir, mais les personnes qui l'empruntaient, quand même, qui allaient travailler sur Limoges, Angoulême-Limoges, c'est pas très loin. Par la route, c'est un petit peu plus compliqué. On a mis en place des bus qui font le trajet. Comme on disait tout à l'heure, effectivement, les bus ne sont pas appropriés aux horaires des actifs. Donc, par rapport à cette ligne, je sais, effectivement, c'est des coûts énormes, mais c'est quand même la compétence de la région, de l'État. Et ce serait peut-être quand même, personnellement, j'ai un avis favorable à la réouverture du TER Angoulême-Limoges. Oui, moi je vais pas aller à l'encontre de ça, bien évidemment, mais je pense qu'en attendant, il faut en effet, je vous l'ai signalé tout à l'heure, c'est vrai que le problème des bus, il faut que les horaires soient adaptés, ça me semble évident. Et puis l'autre problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des bus parce que sinon les personnes doivent prendre leur voiture, ils vont sur des routes qui sont extrêmement dangereuses. On le sait, il y a beaucoup d'accidents sur les axes dont on parle, parce qu'il y a beaucoup de camions, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Donc c'est vraiment ce problème de mobilité est important parce que les gens qui peuvent pas ou qui n'ont pas de voiture, qui peuvent pas prendre de voiture, qui n'ont pas des horaires de bus corrects, il faut bien qu'ils aillent travailler d'une façon ou d'une autre. Donc si on veut pas se retrouver avec des chômeurs en plus, il faut absolument que tout le monde s'y mette. Si c'est la région, ça sera la région. Et je crois qu'il faut appuyer là-dessus. Moi, en tout cas, je l'ai déjà dit et je le referai à nouveau. Et je pense que si aussi le conseil régional, enfin s'il y a d'autres instances étatiques qui peuvent aussi mettre la main à la pâte parce que c'est vrai que ce sont des coûts faramineux de faire cela. Voilà. Une partie des acteurs économiques, notamment du CONUACE, milite. Alors on passe d'un train à l'autre, mais on va parler de la LGV. Milite pour une gare bis qui serait sur la LGV et plus Angoulême, qui suppose des mouvements pendulaires là, et donc moins de trains. Sur le territoire, il y a des réserves foncières justement pour ça. Est-ce que vous êtes favorable à la création de cette gare déportée sur la ligne LGV ou pas? Alors moi, je suis favorable à ce qui est, mais je sais que c'est un coût et c'est facile de dire je suis favorable. Après, il faut le financer. Mais je suis favorable à ce qui est le plus possible de petites gares. Pour les mêmes raisons que ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'il faut. Là, l'idée, c'est de créer une gare LGV. Bien sûr. Oui, je pense que ce serait une bonne chose. Encore une fois, il y a un problème de foncier également, c'est vrai, parce qu'il ne faut pas non plus exproprier. Il y a aussi un problème d'expropriation Les réserves foncières ont été anticipées. Et alors dans ces cas-là, oui, bien sûr. Vous, c'est un sujet que vous connaissez parce que vous n'êtes pas très loin du lieu d'implantation possible d'Asnières-sur-Noire. d'Asnières-sur-Noire. Ouais. Alors moi, vu les travaux qu'il faudrait faire et vu Asnières-sur-Noire qui se trouve sur le côté ouest, personnellement, je n'y suis pas favorable du tout. Du fait que nous avons quand même ici à Angoulême, il y a une gare qui a été restaurée il n'y a pas très longtemps. Et de fait de cette gare restaurée qui a coûté quand même énormément cher, où là elle peut accueillir bien sûr LGV, TER, etc. Asnières, ce serait un budget faramineux pour moi de construire une nouvelle gare qui, par rapport à la route RN 141 qui est en train de se construire, puisqu'elle n'est pas finie, puisque devant chez moi il en manque environ 7 km 800, donc nous n'avons pas terminé les travaux de la RN 141. Alors je ne vais pas promulguer et dire que je vais me lancer et dire OK pour la gare. Je préférerais personnellement que la RN 141 se termine et quand les travaux se seront terminés, je pense dans quelques années, à ce moment-là, je pourrais peut-être revoir mon point de vue sur une nouvelle gare à Asnières-sur-Noire. Mais actuellement, je suis plus favorable à
ça y est, il faut y aller. On fait les travaux de la RN 141 parce que ça dure depuis 1995 et cela a partagé ma commune et tous mes habitants. On s'appelle de l'Ouest, du Nord. Donc on n'est pas tous d'accord sur ce principe. Des terres foncières ont été monopolisées à certains endroits et pas d'autres. Des viticulteurs ont été épargnés, d'autres n'ont pas été épargnés. Donc il y a eu un conflit énorme depuis 1995 et je vous parle aujourd'hui en 2022. Ce conflit entre les personnes habitant ma commune existe toujours. Vous êtes favorable à ce qu'on la fasse et que ce chaînon manquant là soit... Bien soit sûr que je suis favorable à ce qu'on la fasse. J'ai eu encore dernièrement 2 accidents très graves à Malvieille. C'est très terrible. J'ai une personne qui en est décédée d'ailleurs dernièrement, il y a 3 semaines. Donc j'ai rendez-vous prochainement, la mairie, on va dire la commune a rendez-vous prochainement. Nous avions eu un premier rendez-vous en février avec le sous-préfet, la DIRA, etc. Et là, aujourd'hui, nous allons avoir un prochain rendez-vous aussi également. Ça doit être début d'été ou juin, fin juin. J'en ai eu l'assurance l'autre soir par rapport à cette RN 141 où il faut effectivement trouver rapidement il faut trouver rapidement quelque chose qui fasse que cette RN commence et que les gens voient enfin les travaux débuter et se terminer parce que ça fait très très longtemps. Et comme on vient de le voir en bas de la vigerie, où on nous avait ouvert la vigerie, on a recommencé parce qu'il fallait un pont. Donc on a été presque 3 ans en travaux en bas de la vigerie, là, après Yersac, ce qui a fait perturber la circulation. Et moi-même, dans ma commune, où j'ai un bus qui traverse la RN 141, mon agent technique sort de son bus accompagné de la personne qui est avec lui. Lui est au volant, nous avons des enfants dans le bus. Elle est obligée de descendre pour traverser la rue, pour traverser la RN 141, afin que le bus puisse le traverser. Et ça, c'est accidentogène au possible. On enchaîne avec l'environnement. C'est pas le sujet dont vous parlez le plus. Sylvie Moqueur, vous avez dit chez nos confrères de RCF votre soutien aux bassines, les réserves de substitution destinées à l'irrigation, sujet très clivant sur ce territoire. Caroline Colombier, il y a peu de mesures contre le réchauffement climatique dans le programme du Rassemblement national pour ces législatives. Quelles sont vos propositions Il y en a, mais en tout cas, j'étais d'ailleurs présente avec Madame Moqueur à la FNSEA quand ils nous ont invités, et j'ai exactement le même. J'ai signé à 4 mains leurs documents. Je pense que il est vraiment important, particulièrement pour les agriculteurs, bien sûr, de la Charente, de pouvoir avoir ces bassines et de pas avoir des gens qui se sont alliés et qui viennent les déchirer. Ou c'est un vrai souci et c'est important. Je veux dire, on peut pas déclarer tout à coup qu'on va être. D'abord, l'écologie n'est pas de gauche, de droite. L'écologie, c'est du bon sens déjà. Donc déjà, on commence pas par dire on ne doit pas faire ça sans avoir une solution de rechange. Aujourd'hui, les agriculteurs ont besoin de ces bassines et il faut les aider. Enfin, il faut trouver des solutions. Bon, après, je ne sais pas si vous me posez une question par rapport à ça ou par rapport aux bassines ou par rapport aux éoliens ou à tout ça. J'allais aussi en venir aux éoliennes, ça faisait partie des questions. J'y pensais, là on a des points très clairs là-dessus. Il est évident que on est archi contre les éoliennes. Très clairement, on pense qu'il faut se réorienter vers le nucléaire, qui n'est absolument pas polluant, et que les éoliennes, c'est une catastrophe là aussi pour nos agriculteurs, mais aussi si on va un peu plus dans l'autre côté de la Charente aussi, mais pour les cours d'eau, pour la mer, pour les sols. Je veux dire, c'est des tonnes de béton qui sont injectées dans le sol, qui ne seront jamais récupérables, très clairement. Donc il faut arrêter, il faut faire un moratoire sur les éoliennes et arrêter de vanter ça. Comment on fait pour atteindre les objectifs de la région de 50% d'énergie renouvelable Eh ben, je vous dis, il faut remettre en route certaines centrales nucléaires. C'est pas les éoliennes qui vont apporter ça, ce n'est pas vrai. Non, mais sur les énergies vraiment renouvelables. Ben, il y a peut-être, je sais pas, il y a des endroits où il y a des panneaux solaires. Bon, ça, c'est quand ça ne gêne personne. Je vois pas pourquoi on le ferait pas. Mais sinon, je vous dis, les éoliennes, c'est une pollution, pollution écologique. Alors, Monsieur Marceau Rapace, qui lui est favorable aux éoliennes.
Oui, écoutez, il peut y avoir. Moi, je considère que dans un parti, dans un mouvement, il peut y avoir des gens qui ont quelques divergences, et puis c'est pas grave. Hein. En tout cas, ce qui est clair, c'est que moi, je ne le suis pas. Ça faisait partie des arguments qui étaient même posés sur le programme des élections régionales. Donc, oui, bien sûr. Non, on est le Rassemblement national est contre les éoliennes. Donc il a un avis divergent. Peut-être. Comme sur les médecins étrangers, il y a beaucoup de divergences entre vous deux. Oui, mais c'est pas, je sais pas. Mais encore une fois, je veux dire, on est des candidats, on est des êtres humains aussi. C'est vrai que en tout cas, pour le Rassemblement national, les choses sont très claires. Après, on peut avoir un candidat qui a une position qui est plus personnelle, mais je suis pas d'accord avec lui. Là-dessus, ça veut dire que dans les rencontres que vous avez pu faire dans le Ruffécois, parce que c'est ce territoire qui porte le plus d'éoliennes en Charente et en Nouvelle-Aquitaine. C'est des choses qui vous sont remontées? Oui, alors encore une fois, c'est pas la première chose, ça remonte pas comme les déserts médicaux ou le pouvoir d'achat, mais oui, ça remonte parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, et j'ai vu ça quand je suis allée chercher des signatures pour les présidentielles. Je suis arrivée en Charente, je suis arrivée une fois chez un maire où il y avait quelqu'un qui était en train de lui faire signer un contrat pour installer des éoliennes. Et je connaissais bien j'ai fait du porte-à-porte chez les gens de ce village, que je ne citerai pas parce que je vais pas faire de la dénonciation calomnieuse. Mais je lui ai dit après, il m'a dit, oh là, vous devez pas aimer que j'ai signé ça. Je lui ai dit, écoutez, si vous êtes le maire du village, je pense que vos concitoyens sont au courant. Non, pas vraiment encore, etc. En fait, c'est des choses qui se signent très, très en amont. Et je trouve scandaleux qu'un maire, je suis désolée, je trouve ça scandaleux qu'un maire décide tout seul d'implanter des éoliennes parce qu'en fait, c'est de l'argent qu'il récupère, il faut être clair. En fait, en réalité, c'est plutôt la préfecture qui finit, et c'est souvent... Oui, mais d'accord, mais je veux dire, souvent, les habitants de la commune ne sont même pas au courant. Ils voient débarquer tout à coup un grand poteau parce qu'il faut mesurer les vents, etc., savoir où on va l'installer. Et c'est déjà signé depuis très longtemps. Et pour revenir en arrière, c'est extrêmement difficile. Madame Moqueur. Alors moi, je suis bien sûr... pas tout à fait anti-éolienne, mais quand même un peu, parce que je trouve qu'on a un territoire qui en a suffisamment assez. Moi, étant maire, effectivement, je suis sollicitée par plusieurs entreprises qui viennent et qui ont le culot de venir, moi je dirais, qui ont le culot de venir et qui me disent, voilà, on va vous installer une éolienne là, parce qu'on a mesuré qu'à tel endroit, sur le parc, un tel, nous, ça serait bien situé, vous êtes en haut, oui, mais moi j'ai une église, j'ai un château. Et puis je dis, écoutez, de toute façon, ça passera pas que par Sylvie Moqueur, le maire de la commune, pas du tout. Ça passera aussi par mon conseil, donc 14 à côté de moi, mes 4 adjoints. Donc à ce moment-là, je lui dis, laissez-moi vos papiers, il n'y a pas de souci, je vais les prendre, je vais pas les mettre à la poubelle tout de suite, pas tout de suite, mais je vais en parler bien évidemment à mon conseil. Alors, tout à fait au début de ma mandature de 2020, on a été très très sollicité par rapport à ça, aux éoliens, et tout de suite, à un premier conseil ou au deuxième, je ne me rappelle plus, je suis honnête, j'ai mis ça sur la table et je leur ai dit, voilà, est-ce que vous êtes favorables, tous autour de moi, aux éoliens? On lève la main. Et puis, quand on voit que la majeure partie du Conseil se positionne négativement, dorénavant, lorsque je suis sollicitée pour les éoliens, ça va directement... Quelle solution vous défendez alors pour... Les centrales nucléaires, réouvrir des centrales nucléaires, faire du photovoltaïque, du solaire. Aujourd'hui, on incite beaucoup les gens à regarder et à mettre sur leur toit du photovoltaïque ou du solaire. Il y a pas mal d'agriculteurs aussi en Charente, et notamment dans notre circonscription, qui ont entièrement mis du foncier, préparé du foncier, et on a mis du solaire dessus ou du photovoltaïque afin effectivement de subvenir à l'électricité. Je reviens sur les bassines. Première question, qu'est-ce que vous dites aux anti-bassines pour essayer de les convaincre du bien fondé de ces réserves? Et surtout, vous avez dit dans un précédent débat que vous étiez pour ces bassines à condition que le dimensionnement soit maîtrisé. Est-ce que prévoir de stocker 1,66 million de mètres cubes tel que le prévoit le projet de l'Homme Couture, c'est maîtrisé? C'est un dimensionnement maîtrisé? Ça peut être un dimensionnement maîtrisé du fait que les agriculteurs, il faut faire des bassines mixtes, c'est-à-dire qu'elles puissent servir aussi bien aux agriculteurs pour irriguer et aussi à la consommation humaine, si toutefois on a besoin pour la consommation humaine d'eau. Donc il faut que ce soit des bassines publiques et qu'elles soient bien sûr financées par l'État plutôt que par les agriculteurs. Il faut leur donner, il faut faire du foncier. Il faut que sur ces fonciers, on puisse faire des bassines.
et effectivement que l'eau soit retenue. C'est pas une solution technique qui a été envisagée sur les projets, celui-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces bassines, oui, moi je suis favorable à ce qu'il y en ait et qu'on retienne cette eau pour que qu'on puisse irriguer, hein, et qu'elle soit aussi en consommation publique. Mais par rapport à ça, toute cette eau retenue, elle a besoin d'être à un moment donné mise à profit, surtout des agriculteurs qui aujourd'hui, du fait de la canicule et de la sécheresse, on est en train d'irriguer les maïs. Et bien évidemment que si on n'a pas de bassine, ils ne pourront pas du tout irriguer. On va vous demander de condenser un petit peu les réponses pour celles qui restent, parce qu'on a déjà une petite question sur les pesticides. On reste dans l'environnement. Est-ce que vous êtes favorable à ce que la pression baisse, en tout cas que je suis bien sûr, tout le monde, j'espère, mais je pense que personne ne peut être favorable à des pesticides d'une façon générale. On a besoin de prendre soin de notre santé. La santé. Comment on aide les agriculteurs, justement? Oui, et ben justement, ce que je veux dire, c'est que il faut trouver des solutions de remplacement qui prennent peut-être du temps, mais en attendant, on va pas leur imposer, on peut pas se permettre de leur imposer de faire ce qu'on ne fait pas faire au reste de l'Europe. Et du coup, il y a des produits qu'ils n'arrivent pas à faire pousser certaines choses. Ils n'ont pas de solution de remplacement forcément systématiquement. Et en même temps, on importe des produits de pays voisins qui, eux, n'ont aucune norme sanitaire ou environnementale de ce que nous avons en France. Donc, oui, bien sûr, il faut essayer d'en avoir le moins possible. Et je crois que c'est pas avec un diktat de dire voilà, vous arrêtez tout, vous n'avez pas le droit de vous servir de ça. Je veux dire, il faut bien qu'ils fassent pousser leurs légumes, les champs, etc. Donc, je pense qu'il y a déjà eu des progrès qui ont été faits. Je pense que les agriculteurs, parce que le fameux agri-bashing, je pense qu'il faut arrêter de penser qu'ils font n'importe quoi. C'est des gens qui sont extrêmement responsables. Qui essayent d'améliorer leur production. On a vu ça l'autre jour avec un jeune agriculteur qui était quand même remarquable et qui essaye toujours de dynamiser ses productions et d'essayer de faire le mieux possible. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait une distorsion de concurrence, une concurrence déloyale entre ce qu'on impose en France, parce qu'en France, on est sans doute le pays où on a les normes, je fais comme un peu juriste et avoir vu ça de très près, on est quand même un pays qui imposant des normes complètement délirantes par rapport aux autres pays autour. Après, c'est pas parce que les autres font mal quelque chose qu'on peut pas être le bon exemple. Non, mais c'est ce que j'ai dit au début. J'ai dit, je pense sincèrement que les agriculteurs, de plus en plus, essayent de faire de la meilleure façon possible, mais on peut pas, du jour au lendemain, leur imposer d'arrêter tout et de ne rien faire du tout. Quoi, voilà. Madame Moka. Oui, je pense que Madame Colombier a très bien répondu. Je suis tout à fait... je suis en accord avec ce que vous dites. Donc, effectivement, les pesticides, même s'il ne faut pas éradiquer tout et lui dire stop à tout, les agriculteurs sont suffisamment bien informés, tous, autant qu'ils sont, et font tous attention à la préservation de l'environnement. Et donc, ils utilisent au minimum ce qu'ils peuvent utiliser. Et ils essaient aussi, bien sûr, que leur culture se produise, plutôt qu'il faut bien qu'ils vivent de leur production. Un dernier point sur l'éducation, qui est un sujet dont toutes les deux aussi vous avez déjà parlé. Dans ce territoire rural, il y a beaucoup de petits collèges qui sont menacés pour leurs petits effectifs. Il y a des écoles qui ferment, c'est le cas encore à la rentrée prochaine, plusieurs écoles qui vont disparaître de la circonscription. Et semble-t-il qu'il y a une tendance à créer des pôles un peu plus importants. C'est quoi vos propositions? En tout cas, qu'est-ce que vous défendez? Est-ce que vous défendez l'idée qu'il faut garder les petites écoles ou qu'il faut aller vers ces pôles un peu plus importants qui regroupent Non, moi, plusieurs encore communes. une fois, je ne sais pas si c'était moi. En condensé, oui, bien sûr. Moi, je suis pour au maximum garder les petites écoles pour des raisons de proximité. J'allais dire de localisme, c'est plus on parle de localisme pour l'agriculture, mais on peut parler de ça aussi pour les familles. Les familles viendront dans des villages que s'ils ont des écoles proches, ils vont pas aller s'installer à je ne sais combien de kilomètres. Il y a des pères de famille qui travaillent, des mères de famille qui n'ont pas de voiture. Je veux dire, il faut qu'on conserve au maximum les petites structures. Alors je sais que ça a un coût, mais c'est aussi une qualité de vie. Après, s'il y a des pôles, il y aura des pôles. Mais il faut pas, il y a vraiment des endroits qui sont, il y a des campagnes qui se touchent beaucoup, enfin des communes, mais il y en a d'autres qui sont quand même éloignées de 10, 15 kilomètres. Et pour les gens qui habitent dans ces petites communes, c'est vraiment très compliqué. Alors d'autant plus en ce moment avec le coût de l'essence, etc., mais c'est compliqué. Alors parfois les communes organisent des ramassages scolaires. Si c'est pas loin, bien sûr, oui. Madame Mocker, sur ce Alors moi, bien évidemment, d'ailleurs je suis soumise
prochainement et depuis 2 ans par rapport à l'inspectrice d'académie qui me dit que la solution pour moi, du fait que je suis présidente du CIVOS, c'est de réunir l'école de Vibrac où il y a donc une enseignante en place avec une cantine, bien évidemment, qui se trouve avoir entre 26 et 30 enfants par an, qui effectue sur 3 niveaux, une classe de 3 niveaux, CE2, CM1, CM2. Et donc à Moulidar, où je suis, il y a donc les autres classes de la maternelle à la primaire jusqu'au CE2, puisque nous avons un CE2 partagé. Et donc 3 enseignantes, dont 2 directrices. Et l'objectif de demain, c'est de dire, je vais répondre là d'ailleurs prochainement, puisque c'est en cours, et on me dit, voilà, Madame Moqueur et Madame Grignon, la maire de Vibrac, écoutez, regroupez vos classes, tout à Moulidar, puisque vous avez un bâtiment suffisamment grand et pouvant recevoir les 3 classes confondues. Regroupez tout et comme ça, vous aurez pas de charge de bus, moins d'agents, ce n'est pas possible puisqu'avec 81 enfants dont on est doté aujourd'hui, puisqu'on récupère aussi des communes qui n'ont pas d'école, et j'ai un ramassage scolaire, bien évidemment, qui s'effectue sur les deux écoles. Donc moi, je suis tout à fait je me positionne en tant que maire aujourd'hui et je dis non à la fermeture d'école. Je garde mes 2 écoles. Okay. Une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez du projet, qui est plus qu'un projet maintenant, de collège alternatif qui va ouvrir sur le territoire de la 3e circonscription en septembre? Collège alternatif. Qui sera un collège. De collège, j'ai compris de collage alternatif. Collège, pardon. Je suis un petit peu obsédée par le collage, je crois, en ce moment. Excusez-moi, je disais que ce collage avec ça. Non, on n'en est pas encore là. Alors, je ne connais pas bien le projet, pour être honnête. C'est un collège, c'est-à-dire qu'il y aurait un collège... C'est un collège porté par une association hors contrat qui va s'installer à Est, dans l'ancienne école. Moi, personnellement, je suis absolument pas contre les collèges ou quoi que ce soit hors contrat. Tant que l'éducation est faite de façon rigoureuse et surtout qu'on remet au cœur des écoles l'apprentissage de base déjà, d'apprentissage de l'écriture, de la lecture, et que c'est fait par des gens sérieux, évidemment, pas par n'importe qui, mais pourquoi pas? Alors moi, je connais pas non plus ce projet, mais effectivement que je suis tout à fait positive à l'installation d'un collège alternatif. On conclut. Voilà. Est-ce que l'une comme l'autre, vous pourriez, vraiment là, de manière condensée... 45 secondes, juste 1 minute, faire un mot de conclusion? Vas-y. D'accord. Écoutez, moi, c'est une super campagne, superbe campagne, je pense. On a été en plus, ça s'est passé de façon très correcte entre tout le monde. Cela dit, moi, je remercie encore une fois tous les électeurs qui se sont portés sur ma candidature, bien sûr, puisque je suis arrivée première au 2e tour. J'appelle les mêmes, mais encore plus ceux qui se sont peut-être pas déplacés, et également tous les autres électeurs des autres partis à me rejoindre. Je suis quelqu'un de dynamique. Vous avez peut-être remarqué ça, mais je pense que mon interlocutrice aussi. Mais je pense que nous sommes des personnes dynamiques. Moi, je vous représenterai à l'Assemblée de façon très claire. Je serai sur le terrain. J'aurai une permanence, mais je serai aussi dans les marchés. Ce que j'ai fait pendant toute la campagne et ce que je fais depuis déjà pas mal de mois, puisqu'il y a eu des campagnes successives. Je crois que c'est important de donner alors là, je suis désolée, je serais pas d'accord avec mon interlocutrice. C'est important qu'à l'Assemblée, il y ait des députés, qu'on ne donne pas tous les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, qui a quand même mis un sacré chaos pendant 5 ans, et qu'on ne donne pas non plus à la gauche. La gauche qui est vraiment, qui a des actions très graves, qui sont antidémocratiques complètement. Donc, de ne pas leur donner de pouvoir aussi. Donc, il faut voter pour le Rassemblement national et regrouper tout le monde. Je serai la députée de tout le monde, de mes électeurs, mais bien sûr de tous les Charentais et Charentaises. Madame Moqueur. Donc moi aussi, si je suis élue députée demain, je serai toujours une femme de terrain. Je serai sur ma Charente, bien évidemment, sur ma 3e circonscription. Je porterai les attentes de mes Charentais à l'Assemblée nationale. J'appelle les électeurs, je les remercie, tous ceux qui ont voté pour moi au premier tour. Et je les invite effectivement à me suivre au second tour. Et surtout, je souhaite porter le programme de Monsieur Macron à l'Assemblée nationale et d'être un maximum de députés de la majorité présidentielle. Merci à toutes les deux, merci à tous de nous avoir suivis, merci Fred, merci également à Jean-François Fressex et Julien Bonnet qui ont assuré cette retransmission, et vous retrouverez le replay sur notre site internet de la Charente Libre. Merci beaucoup. Et à dimanche. Merci. Et à dimanche.